Qui n'a jamais rêvé de tout plaquer pour partir à l'aventure dans les coins les plus reculés du monde? Roberto Garçon, journaliste de formation, c'est un petit peu le Christopher McCandless à la française, à une exception près, il est revenu en vie. Et aujourd'hui, il nous raconte son expérience. Je m'appelle Roberto Garçon, je suis journaliste, réalisateur, photographe et écrivain. Moi, mon rêve, depuis que j'avais, je pense, 15 ans facile, j'ai toujours rêvé de faire des documentaires, de faire des reportages pour la télé. C'est ce qui s'est passé quand j'avais l'âge de 22 ans. Donc à Paris, je travaillais pour des émissions comme Envoyé spécial sur France 2, donc de l'investigation, le reportage que tu fantasmes quand tu veux être journaliste et quand tu veux faire ces trucs-là. J'avais un rêve, je le réalise littéralement, et quand je le réalise, je me rends compte que finalement, il n'y a pas ce déclic que j'avais. Et pour moi, je pense que le fantasme était tellement fort, en mode c'est ça qui va te rendre heureux, c'est ça qui va te rendre libre dans ta vie, c'est ça qui va te donner exactement ce que tu as toujours voulu, et ça se passe pas. Ça s'insérait dans un mode de vie, ça s'insérait dans un système, si tu veux, qui fondamentalement me rendait pas heureux, et ça a fait qu'en un temps extrêmement court, en un an à peu près, j'ai pris 20 kilos, donc 20 kilos en un an c'est beaucoup, donc j'ai vraiment changé de corps en très peu de temps. Alors ces 20 kilos au début c'est venu par le corps en fait, et 6 mois après j'avais perdu ces 20 kilos, et donc il me restait quoi en fait? Il me restait l'éléphant dans la pièce qui était le travail, donc là il a fallu que j'essaie de pas continuer, qu'il a fallu que j'essaie de partir, et c'est là on arrive au voyage. La première étape de ton voyage, c'est la Jordanie, c'est bien ça? Moi, je rêvais du désert du Wadi Rum, donc qui est le désert qui est au sud de la Jordanie, qui est un désert très connu où il y a eu Seul sur Mars, Lawrence d'Arabie, Dune, qui ont été tournés là-bas. Donc, moi, il y avait vraiment ces images. C'était un rêve d'aventure avant tout. Au tout début, c'était un rêve d'aventure. C'était le désert jordanien. Et en même temps, il y avait vraiment cette question de la liberté. Moi, j'étais, comme je l'ai dit, quand je suis parti, il y avait ce truc de « Ok, ma vie m'a pas rendu libre. Alors, c'est quoi être libre dans d'autres endroits du monde? Pas pour moi, mais pour les autres. » Et la Jordanie, ça m'imposait cette image de nomadisme, de gens de la culture bédouin aussi, qui est de changer de lieu, de changer d'endroit extrêmement rapidement. Et donc, il y avait vraiment ce truc de partir et de me dire c'est quoi la philosophie des nomades? Est-ce que c'est être libre qu'être nomade? Je suis pas sûr, je sais pas en fait. Et ça a été le fil rouge de la Jordanie quand je suis parti. Je suis parti avec l'idée que la liberté, c'est un état absolu, genre soit dans ta vie t'es libre, soit tu l'es pas. Donc c'est une vision aussi très peut-être occidentalo-centrée, c'est-à-dire en fait à un moment tu te libères de tout, t'as l'argent, t'as la thune, t'as le métier, t'as le je sais pas quoi, la reconnaissance sociale, peut-être la famille, peut-être le truc. Et en vrai, aujourd'hui je dirais que la liberté c'est pas du tout un état absolu, que déjà c'est un espace de manœuvre, c'est une marge qui va être différent pour chaque personne, pour toi, pour moi, pour toutes les personnes qui regardent, etc. Leur notion de liberté ne va pas être la même, et que donc c'est un espace que tu te donnes à un moment donné. Là, par exemple, je pourrais être libre de partir de cette interview. Donc, d'un coup, je ferais ce geste-là de me rendre libre. Je me libérerais du cadre de cette interview. Après, je serais pas libre parce qu'il faudrait que je marche, que je rentre et que je marche 1 heure pour arriver jusqu'à chez moi. Et une fois que je serai chez moi, bon, bah, il faut que je paye mon loyer. Donc, si j'ai de la thune, est-ce que je suis libre financièrement ou pas? Ça dépend le moment. Là, en l'occurrence, non. Donc, c'est un espace qui dépend du moment où tu es. Donc pour moi, la liberté, c'est un geste à reproduire à chaque fois. Et tu es libre peut-être 1 heure, 20 minutes, 1 an. Et ensuite, tu reproduis ce geste et tu te crées un nouvel espace de liberté. Après la Jordanie, tu quittes tout confort et tu pars en Amazonie. Je suis resté 1 mois dans une communauté indigène en Amazonie équatorienne, une communauté de nationalité Achuar. Et là-bas, en fait, c'était simple. J'étais avec un ami, on était accueillis par notamment 2 personnes, Diego et Lucia, qui est donc un couple indigène équatorien. Et on vivait dans leur communauté. Le deal était simple, on travaillait pour eux et en échange, on était logés et nourris. Sachant qu'en fait, il n'y avait aucun rapport d'argent qui nous liait. Bah, on pouvait passer des heures à transporter des rondins de bois, éplucher des bananes plantains, à gérer les enfants le matin, à arracher des mauvaises herbes. En fait, on faisait tout un petit peu pour
pour se rendre utile et puis trouver notre place dans ce mode de vie extrêmement rude, extrêmement compliqué. J'étais peut-être pas libre, mais je me sentais extrêmement heureux, c'est un mot compliqué. Je me sentais à ma place, je dirais. Parce qu'en fait, on était quand même très fatigués, parce qu'on était voilà, dans un état assez complexe et les conditions, elles étaient rudes. Mais à ce moment-là de ma vie, je me voyais être nulle part ailleurs que là. Dire heureux, c'est compliqué parce que je reste dans un mode de vie qui est soumis à une extrême pauvreté. J'aurais du mal à me gargariser du fait de me dire « Ah, trop bien, j'ai expérimenté une vie plus pauvre que la mienne et je suis très heureux ». C'était pas le cas. Par contre, je sentais qu'on était dans un espace où il n'y avait aucune posture, où être utile avait un sens qui était vraiment ultra factuel, c'est-à-dire il fallait qu'on... Tout tourne autour du fait de manger, tu vois, il fallait chasser, pêcher, cultiver. Et bah, vu que tu chasses, pêches très peu et que tu cultives plus, bah, tout tourne autour du fait d'avoir un repas pour le jour même. Donc, c'est pas que ça te rend heureux, parce qu'en vrai, c'est un mode de vie de subsistance. Mais tu comprends peut-être plus ce qu'est survivre. Et ouais, tu te dénudes de toute posture et il n'y a pas de place pour tout ce qui peut avoir de la place dans le milieu peut-être parisien, bourgeois, où l'ego a une place importante. Là-bas, il n'y avait pas trop de place pour l'ego, quoi. Et donc, tu apprends aussi à vivre dans un truc qui est, ça paraît un peu démodé, mais qui est l'instant présent, parce qu'il n'y a rien d'autre que ce qu'il y a autour de toi, en fait. Et donc, il n'y a pas, tu vois, d'hésitation de films à choisir, pas de réseaux sociaux à scroller, pas de conversation amusante à tenir par message. Tu vois, le soir dans la cabane, il y a juste le bruit des insectes, des rats qui essayent de se frayer un chemin jusqu'à ta moustiquaire. Donc, tu arrives à un état extrêmement pur peut-être, donc peut-être pas heureux, mais peut-être détaché, dénudé, tout ça. Donc cette lance, elle provient directement de l'Amazonie équatorienne. Elle a l'air un peu cliché comme ça, avec ses petites plumes et tout, mais c'est un cadeau en fait, c'est surtout un cadeau. C'est pas tant qu'on l'utilisait au quotidien, mais c'est un cadeau que Diego m'a fait juste avant de partir. Elle existe en 2 exemplaires, parce que mon ami, on a une aussi, c'était le dernier jour avant de partir, où ils nous ont offert ça. On était extrêmement émus parce qu'il est parti chercher les plumes d'un oiseau exprès pour ça, et bien sûr ça se défait un peu, mais c'est quand même des trucs où quand tu les as, tu te dis ouais, ça pourrait faire de la déco ou quoi, mais en vrai, enfin ça existe que ça, quoi. Et donc c'est du bois, c'est 3 plumes, je sais même pas ce que c'est de l'écorce, je pense, mais ça a énormément de valeur pour moi, quoi. L'expérience de l'instant présent, tu la pousses à son paroxysme en Thaïlande. L'instant présent, ça a été pour moi de vivre dans un monastère avec des moines bouddhistes, de faire une retraite là-bas. J'y suis pas tant allé en mode manche priem, c'est-à-dire je me barre et ça va être trop sympa et je vais découvrir ce que c'est l'intériorité ou je sais pas quoi. J'étais encore dans cette logique de me dire bah tiens, il y a plein de modes de vie, voici d'autres modes de vie. Et les moines bouddhistes, la philosophie bouddhiste prétend que se libérer, c'est pas tant se libérer des autres et de l'environnement autour de soi, c'est arriver à se libérer de sa propre existence, notamment autour de 3 règles qui sont l'impermanence, donc le principe de fait que tout change, là il fait beau, mais peut-être dans 1 heure il fera plus beau et il n'y a rien que je puisse y faire. La souffrance, voilà, donc ça parle de soi-même et le fait que dans la vie, il y aura des deuils, il y aura des pertes, il y aura des ruptures, il y aura des choses, et ça tu peux pas négocier, des maladies, et tu peux pas négocier avec ça. Et le non-soi, le non-self comme ils disent, et donc ça c'est tout ce qui a rien à voir avec soi. Bah, s'il y a du bruit là, s'il y a des gens autour, s'il y a des travaux là, bah pareil, je peux pas contrôler. Donc une fois que tu arrives à régler ces 3 règles, tu acceptes que tu n'as dans ta vie que le présent. Alors je schématise évidemment la philosophie bouddhiste, mais tu n'as dans ta vie que le présent. Et ça passe par quoi? Ça passe par la méditation. Et donc ça, c'est tout à fait simple. Ça veut dire que tu médites environ 10 heures par jour et que dans le mode de vie bouddhiste, tout est fait pour que tu ne fasses que ça. Donc, tu ne manges qu'à des heures précises. À partir de 10h30 du matin, tu ne peux plus manger jusqu'au lendemain. De 4h à 22h, tu dois rester éveillé. Tu n'as pas le droit de te poser ton dos contre un mur parce que ça te détend et tu peux t'endormir. Et donc, ça te force à être vraiment dans un truc, dans une position un peu comme ça, tu vois, qui est dans un truc, et ça te force à être constamment en toi, ce qui est extrêmement dur en fait. On pense que, moi je le dis avec humour, mais c'est pas du tout la retraite
zen, yoga le week-end. Non, non, t'en chies, t'en pleures, je conseille pas ça aux gens qui veulent se reposer en fait. Durant ton voyage, tu as un carnet pour noter chacune de tes expériences? Au début, c'était même des notes sur mon portable. Quand j'avais de la batterie, je notais au début des mots-clés. Et après, je me suis dit, bah tiens, il faudrait vraiment que je développe un peu les idées parce que j'avais peur d'oublier. Et à un autre moment, je me suis dit, tiens, en fait, j'ai envie d'écrire un livre de tout ça. Et là, les notes, elles sont devenues plus longues. Et ensuite, quand je suis rentré en France, je me suis dit, bah, tu vas pas retourner directement au journalisme comme tu étais. Tu vas prendre 6 mois et tu vas écrire un livre. Et là, j'ai retracé tout le point de départ et toutes ces aventures, donc vraiment de la rupture avec mon rêve, on va dire, au suivi, donc dans ces 4 destinations où on suit voilà, toute l'aventure en temps réel, au présent, et on suit ce cheminement-là de la liberté. Ce livre, c'est vraiment un livre que j'ai écrit avec le corps et le cœur, donc il retrace toute cette aventure. Et pour moi, il y a 2 choses qui sont importantes dans ce livre, une qui me concerne, une qui ne me concerne pas. La première, c'est que ce livre, c'est vraiment un récit initiatique que j'ai vraiment essayé d'écrire avec humour, avec sensibilité. Donc, il y a la promesse quand vous lisez que c'est sincère. Et pour moi, ça s'adresse à toutes les personnes qui un jour se sont dit dans leur vie, est-ce que ma vie, elle se passe là? Est-ce que ma vie, c'est ce qui me correspond? Et moi, c'est le point de départ du livre. Et ensuite, à travers l'aventure, donc ça s'adresse aussi à tous les gens qui aiment le voyage, qui aiment la rencontre, qui aiment l'inattendu, qui aiment le frisson, qui aiment l'adrénaline. Et donc, vous lisez ce livre, c'est la promesse, je pense, de se poser des questions, peut-être pas d'avoir des réponses, mais de vivre une aventure. Et ça s'adresse à tous les gens de ma génération, à plus aussi, mais vraiment aux gens de ma génération, de se dire, merde, est-ce que ma vie, c'est vraiment ça? Et où est-ce que ça peut m'emmener? Donc voilà, je conseille vraiment ce livre à ces gens-là. Et la deuxième, c'est que je voulais pas que ça raconte une émancipation individuelle simplement, donc la mienne. C'est une émancipation collective aussi. En fait, à chaque fois que les gens achètent le bouquin, la partie de mes revenus sur le bouquin est reversée directement à la communauté indigène dans laquelle je vivais. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous achetez le livre, vous générez de l'argent en fait aussi pour la communauté. Donc vous allez découvrir l'histoire de gens à l'intérieur. Et en lisant le livre, vous vous émancipez vous-même, vous participez à soutenir mon travail et en même temps, vous soutenez une communauté indigène. La continuité de cette expérience, c'est ton voyage en Mongolie. Alors je suis parti en Mongolie 1 an et demi après, parce qu'entre-temps j'ai écrit le livre, j'ai fait un autre documentaire, ensuite je suis parti en Mongolie. Et maintenant l'idée elle était encore plus claire. La première fois c'était vraiment un voyage où je suis parti comme ça instinctivement. Et là l'idée c'était vraiment de confronter l'idée du temps, du passage du temps, à une communauté de bergers nomades en Mongolie. Donc je suis parti avec un ami 1 mois pour vivre dans les steppes de Mongolie. Là, on avait l'appareil photo, la caméra, et l'idée, c'était de vivre ça et en même temps de le documenter, donc de vivre avec des gens qui vivent au milieu des moutons, où ça a une importance énorme, vivre avec les chevaux. J'avais aussi ce fantasme-là d'être à cheval au beau milieu des steppes. Et les steppes, il n'y a pas ça, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de rocher, on est juste sur un fond d'écran Windows énorme qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Et c'est la vie que je voulais expérimenter. Selengue, c'est un prisonnier du temps. Il essaie de l'apprivoiser comme il le fait avec ses moutons. Mais sa vie de labeur le condamne à une solitude que même la vodka n'éteint pas. En sa compagnie, j'ai compris qu'il lutte avec l'impensable. Alors j'ai voulu faire une série documentaire adaptée pour les réseaux sociaux. Et donc je raconte mon immersion de Mongolie en Mongolie en 15 épisodes. Donc à peu près tous les 4-5 jours sur mon compte Instagram. Et donc pareil, là, la promesse, c'est un peu la continuité du livre, de le raconter avec humour, avec sincérité. Et donc là, l'idée, c'était aussi de trouver un système solidaire. Donc une plateforme qui s'appelle Sankofa m'a rejoint. C'est pas un contenu sponsorisé, c'est pas un placement de produit, je suis pas payé pour ça. C'est juste une plateforme qui a dit OK, on va donner 10 € tous les 10 000 vues que tu fais pour directement financer la famille berger nomade. Donc à chaque fois que vous regardez, vous générez des sous en fait. Donc je vous invite à vous abonner parce qu'on a besoin de soutien, parce qu'on a besoin de visibilité. Et en plus, cette plateforme, elle est chouette parce qu'elle a dit OK, ne serait-ce que faire des vues pour donner de l'argent à une communauté, c'est trop cool. Donc vous pouvez le faire, mais en plus, vous allez pouvoir gagner un voyage, c'est-à-dire qu'à la fin, parmi les gens qui auront le plus commenté, le plus partagé, il y aura un tirage au sort. Et vous pourrez gagner un voyage offert par la plateforme. Donc
là aussi, c'est l'histoire de trouver un storytelling qui soutient tout le monde. Moi, ça soutient mon travail. J'ai besoin de visibilité sur mon travail. J'ai besoin que des gens s'abonnent, que des gens commentent, que des gens viennent. Bah, la plateforme, elle est contente, elle donne de la visibilité. Et en même temps, ça génère directement des sous pour les gens. Vous regardez leur histoire. Et le simple fait de regarder leur histoire, ça leur donne de l'argent. Donc, rendez-vous utile, voilà. Et rendez-vous aussi utile pour moi. Moi, c'est l'idée de faire ça, c'est se rendre utile, en fait, mais de le faire en s'amusant d'une certaine manière. Selon toi, est-ce qu'on peut être libre par d'autres moyens que l'exploration? En fait, la majorité des gens qu'on rencontre dans le monde, là on est à Nice et compagnie, mais la majorité des gens qu'on rencontre dans le monde, ils n'ont pas ce privilège-là qui est de sortir en dehors de leur environnement propre. Ils vont en avoir l'envie, la curiosité, mais ça a une faible force par rapport au fait de se nourrir, de se vêtir, de se loger correctement. Donc moi je me dis que le privilège qu'on a nous ici, il nous impose un devoir qui est de voyager différemment, qui est de pas venir pour prendre, mais d'être témoin en fait des endroits dans lesquels on va. Donc bien sûr que j'ai un privilège, de pouvoir rentrer dans ce mode de vie et d'en sortir. Donc moi, la meilleure chose que je puisse faire, c'est de le raconter avec honnêteté et ensuite de trouver des moyens de rendre aux gens que j'ai rencontrés. Si c'est l'aventure qui vous intéresse, commencez par partir pas loin de chez vous. Si en fait vous avez toujours rêvé de faire de la musique, mais que vous dites non, je ferai pas de la musique parce que je sais pas, commencez à en faire le week-end en fait. Ok, je veux dire, ça sera peut-être un peu dur dit comme ça, j'aurais l'air d'être un mec développement personnel, mais peut-être d'arrêter de se chercher un peu des excuses parfois et de commencer à faire un peu. Si tu peux pas partir un an par un mois, si tu peux pas partir un mois par une semaine, si tu peux pas partir une semaine par un week-end, si tu peux pas t'inscrire à des cours de musique parce que t'as pas de thunes, regarde s'il n'y a pas une asso qui peut faire des trucs le week-end. Si on n'a pas, regarde s'il n'y a pas un instrument d'occasion que tu peux te payer et que tu peux faire des tutos sur YouTube. Ce que je dirais, c'est essayons de toucher ce qui nous amuse le plus facilement. Et je fais pas des leçons aux gens parce qu'on a tous nos galères, c'est tous compliqué de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. On a la thune, on a plein de choses, plein de limites, plein de conditions déterminantes. Par contre, c'est sûr que ne pas agir, c'est la garantie que ça fonctionnera pas. Et même si agir, c'est pas la garantie que ça fonctionne, c'est le seul moyen pour qu'il se passe un truc différent dans la vie, quoi. Donc, osez faire ce que vous avez envie de faire et au pire, quoi? Rien. Voilà, je sais pas. Procurez-vous loin d'ici en quête de liberté. Je vous assure que vous allez voyager en le lisant. Pour suivre les actualités de Roberto, ça se passe sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi, ce n'est que le début de l'aventure.